Qu'est-ce que tu fais? J'enfile les perles. Aujourd'hui, la femme, elle a envie, par exemple moi, la seule possibilité que j'aurais de ne pas être artiste, c'est d'être enceinte tous les 9 mois. Du premier qui voulut éclore, il sortit ceci. Oh, il était raté. Éclore, le podcast de la création artistique. Tu veux t'asseoir là? Voilà. Bonjour à toutes et à tous. Dans Éclore aujourd'hui, nous allons à la rencontre de Sofia Valdiri. Cette artiste performeuse, comédienne et autrice a vécu un accident qui a transformé son corps. Elle parle avec nous de la lutte pour la visibilisation des corps jugés hors normes, de sa définition de la beauté et du pouvoir de redéfinir le langage. Je suis allée la voir, confinement oblige, chez elle, en train de travailler sa dernière création, Submersion. Je suis Sofia Valdiri, je suis actrice et j'écris aussi. Ça fait 1 an et quelques que j'ai fondé la compagnie Point de Suspension, qui est pour des artistes qui ont un handicap et des artistes qui n'ont pas de handicap. Le but, c'est de montrer que quoi qu'il en soit de ce qu'on peut voir à l'extérieur, il y a des êtres à l'intérieur et je trouve que l'art est vraiment le média pour rendre visible cet intérieur. Alors, moi, je fais des études en théâtre et j'ai trouvé, et je trouve toujours, que le théâtre est un terme très compliqué à définir, justement. Dans ma conception et mon expérience, c'est cette rencontre entre les acteurs, les comédiens et le public. Donc je pense que dans cette définition, du coup, la performance se rapproche du théâtre, etc. Ça se mélange, disons. Et j'écris aussi parce que je pense qu'il y a beaucoup de choses à dire et que du coup, dans ce sens-là, je suis plus forte, disons, à mettre des mots qu'à faire des mises en scène ou des décors ou des relations entre les personnages qui puissent dire ce que j'ai envie de dire. Je préfère les dire avec mes mots. Ferme les yeux. Respire. Nos pieds touchent l'abysse. Le vide devient tangible. Une douce impulsion et le vent rentre. Nous remontons, lent. Nous manquons de rapidité, lent. Nous flottons sans lumière, sans obscurité, lent. Nous manquons de rapidité. Alors, j'ai beaucoup réfléchi depuis ces 4-5 ans que du coup j'ai eu cette métamorphose dans mon corps et que j'avais donc des problèmes pour m'insérer dans le monde du théâtre normatif, on va dire. Et je me questionnais, je me disais peut-être il faut que je crée une structure où je puisse me rendre visible. Et j'ai beaucoup parlé avec des amis autour qui me disaient et qui étaient un peu dans la même conception que tous les projets créatifs qu'ils avaient été en quelque sorte avortés parce qu'ils n'avaient pas de structure. Alors je me suis dit, en parlant avec une amie en particulier, qui me disait il faut avoir une structure pour pouvoir mener les projets plus loin. Alors j'ai beaucoup réfléchi au nom que je pouvais donner à cette structure. Et mon idée avec point de suspension, que du coup point c'est au singulier et suspension c'est au pluriel, c'est que c'est un point qui du coup pour moi est la création artistique, que ce soit le théâtre, la performance, l'écriture, la danse, auquel on s'accroche et on peut avoir différents
chemin de suspension. Donc de se mettre au-dessus, pas de voler, mais comme d'être tiré par une force vers quelque chose qui est plus haut. J'avais en tête un projet qui s'appelait Aile suspendue, qui est donc cette idée de voler, c'est-à-dire c'est un poème de Bergman, la poétesse autrichienne, qui dit que toute personne qui tombe a des ailes. Et donc, je me disais que ça résonnait énormément en moi, puisque j'ai eu un accident il y a 5 ans et que mon corps a été métamorphosé. Et du coup, je me retrouvais dans cette idée que toute personne qui tombe a des ailes. Et donc, ce projet Aile suspendue a vu le jour dans ma tête. Et l'idée, c'était donc de voler, d'être vers le haut, on va dire. Et quand j'ai commencé à travailler pour le mener et réaliser ce projet, ce qui est sorti avec l'écriture, c'était plutôt aller vers des personnages marins. J'avais vu un documentaire sur la bioluminescence, qui est cette faculté faculté de la faune abyssale, qui concerne tous les animaux qui habitent dans les abîmes de la mer et qui du coup ne reçoivent jamais de la lumière, mais qui sont capables de produire eux-mêmes de la lumière. Sans refléter celle du soleil, ils produisent eux-mêmes de la lumière. Mais c'est de la lumière infrarouge ou ultraviolette. Donc nous, on ne peut pas la voir parce qu'on n'a pas la capacité. Et des chercheurs ont mis en place des systèmes pour rendre cette lumière visible. Donc pour pouvoir démontrer qu'il y avait bien de lumière et donc montrer qu'ils pouvaient créer eux-mêmes leur propre lumière. Je me suis dit, c'est ça en fait. Je peux commencer là-dedans. Parce que du coup, je me identifiais ou je me retrouvais dans toute cette question de l'invisibilisation des corps jugés hors normes. Et je me retrouvais un peu identifiée à ces êtres qui sont dans les profondeurs de la mer et qui souvent, cette idée de ne pas recevoir de lumière, ça fait un peu peur, ça fait un peu monstrueux. Et en fait, de découvrir que eux, ils produisent leur propre lumière, ça, je me suis dit, je me retrouve complètement dans ces êtres. Du coup, c'est de là qu'est né le projet et l'écriture. Impalpable palpitation, aquatique, palpitation aquatique. La mer nous capture. Et nous dansons, sans corps, nous respirons, sans corps. Notre vision s'ouvre en fermant les yeux. Nos dents mangent le reflet des étoiles, notre peau est transparente. Suspendus dans les profondeurs abyssales, nous attendons et des graines poussent à l'intérieur de nos oreilles pour entendre la terre de dedans. Quand j'ai commencé à faire ce travail de submersion et que je l'ai présenté, c'était un endroit, et même quand je l'ai fait là tout à l'heure, où je peux laisser du coup, en fait, pour les auditeurs qui ne me voient pas, j'ai des mouvements choréo-athétosiques, donc j'ai des tremblements dans mon membre supérieur droit, donc mon bras droit, qui tremble. Et souvent, dans la vie quotidienne, c'est pas que je le cache, mais il n'y a pas beaucoup de place pour qu'il s'exprime. Et quand je suis sur scène, en train de faire submersion, je me dis, je le laisse et je vais pas me retenir. Je vais pas mettre ma jambe, si je suis assise, mettre ma jambe sur mon bras pour qu'on voit moins ou pour qu'il fasse moins de bruit, mais je le laisse être. Donc je sais que comme c'est très mouvementé, je dois rester... Là, du coup, je suis allongée par terre et on voit le mouvement de mon bras, mais du coup, il n'y a pas d'autres mouvements qui vont distraire l'attention du public.
Et sur la vidéo, c'est un peu... Il n'y a pas que ça qui est montré, il y a aussi mon dos et d'autres parties de mon corps qui sont projetées, mais il y a quand même une attention particulière à mon bras qui tremble. Et puis, mon puzzle, qui a c'est un monde, en fait, il est circulaire et à l'intérieur, il est vide. Mais donc, il est fragile. Et quand mon bras droit le touche, il s'écrase, quoi. Et c'est complètement... C'est pas mis en scène, c'est pas exagéré, c'est ce qui se passe de manière générale. Et là, je trouve que ça me permet de montrer comment ça se passe et en même temps de ne pas le voir justement comme une tragédie. Parce que c'est à la suite que ce monde est écrasé que le personnage va se mettre debout. Donc, c'est pas du tout dans le pathos. Donc, je pense que ça me permet de laisser mon corps être et de le rendre visible, de sorte que ça permet aux autres personnes de se confronter à d'autres manières de voir et de définir les corps humains, et aussi aux personnes qui pourraient se retrouver dans cette hors-normalité, de se dire il y a une place, un espace où on peut être sans cacher. Le temps se renverse. Nous étions rivières. Nous étions rivières. Entourés d'arbres et des oiseaux qui chantaient. Le vent soufflait sur les feuilles des arbres. Les pierres menaçaient nos pieds nus. Nous étions rivières. Le désordre ordonnait toutes choses. Nous étions rivières et nous coulions vers la source. La lune n'avait pas encore des cicatrices. Nous écoutions ce langage silencieux et le ruissellement de la nature. Nous étions un seul corps et nous combattions les monstres. Notre corps était complet et il occupait l'espace. Nous étions rivières. Au réveil, les flammes avaient effacé la source et nos traces. Avant l'accident, il y avait une doctorante à l'université, elle s'appelle Charlotte Ritchie, qui, elle était elle-même en situation de handicap, elle faisait un doctorat sur, et c'était elle qui l'employait, les corps jugés hors normes. Et j'avais été à l'atelier pour participer, ça s'appelait l'atelier du manque, et donc c'était pour voir comment... la différence pouvait amener à la création. Et j'ai trouvé ça très bien à l'époque. Et après, j'ai eu l'accident, donc j'ai beaucoup parlé avec elle. Je l'ai rencontrée après l'accident et on a parlé sur d'autres termes, disons, parce que maintenant, j'étais passée de l'autre côté. J'étais plus valide, on va dire, valide entre parenthèses. J'étais, du coup, hors norme. Et c'était très bien de rencontrer quelqu'un qui réfléchit à ce sujet. Et depuis, je suis en train de lire son mémoire. Et justement, elle porte une attention particulière à la manière dont on se nomme. Et donc, bref, je reprends sa manière de se dire hors norme. Mais il n'y a pas que elle, parce que toutes les personnes qui sont en situation de handicap, on va dire, en fait, toutes, elles partent du principe qu'en fait, il faut réinventer le langage et se réinventer. Et moi, c'est pour ça que je parle, là, comme tu peux voir, d'un alphabet et que je parle de redéfinir la beauté. C'est parce que tu dois te réinventer et réinventer le langage et réinventer la manière de te nommer parce que justement, handicap, c'est trop... ça ne veut rien dire de manière générale et c'est réducteur.
Et du coup, tu te réappropries les mots pour te nommer toi-même d'une autre manière. Et j'ai trouvé très juste, du coup, cette question de juger hors norme parce que ça te fait entrer dans d'autres types de lutte. Tu vois, les personnes qui sont racisées, les personnes qui sont... les minorités, en fait. Les personnes qui sont, je sais pas, travesties. Pas mal de facteurs qui sortent de ce qui est catégorisé normal et du coup ce qu'il faut rendre visible. Nos larmes étaient invisibles dans la mer. Nous buvions le sel. Nous avons perdu nos signes, nos mots, nos lettres. Et secrètement, maintenant, lentement, nous apprenons à faire de la couleur sans soleil. À voir sans yeux et à crier sans voix, à toucher sans peau et à écrire sans langage. Nous pouvons marcher sans jambes, comme une plante grimpante enracinée de l'océan. Le terme que j'emploie pour parler de submersion, c'est celui de paysage. En fait, je pense que le corps est un territoire. Et je pense aussi que du coup, le corps on est un paysage corporel. Et moi, je suis partie justement sur un article que j'avais lu, je ne me rappelle pas où, mais c'est des paysages abîmés. Je ne sais plus si c'était dit comme ça dans l'article ou c'est moi qui ai mélangé paysage et abîmé. Mais je me suis pas mal, identifiée à cette question. Et ça rejoint aussi cette idée de beauté, d'une certaine manière. Et donc, c'était plutôt cette idée de paysage abîmé. Pourquoi ça m'a permis de réfléchir sur la représentation des corps jugés hors normes? Parce que justement, on est dans un monde qui est... peut-être c'est pas les bons termes à dire, si c'est en train de s'effondrer, ou en tout cas en train de changer rapidement, et que des paysages comme celui de Tchernobyl, ou celui de Fukushima, ou des sécheresses, ils sont en train de se rendre de plus en plus visibles, eux aussi. Et que là où je ne suis pas d'accord avec le mot de effondrement, c'est que quand même il y a de la vie qui reste et qui reprend. Il y a énormément de faune, et que ce soit animal ou végétal, qui réhabitent Tchernobyl, et même dans les rivières, comme par exemple celle du Rio Tinto en Espagne, où il n'y a aucun animal, il y a des bactéries qui habitent. Et les bactéries, c'est des êtres vivants. Alors, c'est pas peut-être ce qu'on voudrait être, c'est pas un papillon, mais c'est des êtres vivants. Ah, okay. Et du coup, justement, j'ai trouvé ça... je me retrouvais beaucoup plus dans cette idée de petit être, ou de petit être non, mais des êtres vivants qu'on ne voudrait pas être, tu vois, comme, parce que justement ils sont abîmés, ou ils sont petits, ou ils ne sont pas beaux. Et je me disais, mais je pense que justement, si on part de cette singularité de ce qui est abîmé, on peut retrouver ce qui est une définition du vivant. Tu vois, c'est comme un iceberg, où tu vois qu'une partie et tu ne vois pas ce qui est en bas. Mais quand, par exemple, tu es jugé hors norme, tu dois faire énormément de choses que peut-être les autres ne vont pas voir pour arriver... Non, mais tu dois faire beaucoup de choses pour te mettre dans une situation quotidienne comme les autres personnes. Tu dois faire beaucoup plus d'efforts. Et que ce qui est dérangeant, c'est que les personnes, du coup, quand ils te regardent, ils ne vont pas voir que tu fais et que tu surmontes des difficultés pour arriver à un stade du présent ou de la vie quotidienne comme les autres. Et c'est ça ce qui est dérangeant, parce que tu te dis,
tu fais des exercices, tu t'occupes de toi, tu prends plus de temps pour faire des choses, on va dire, normales, mais tu prends plus de temps pour le faire et pour arriver à l'heure. Et c'est dérangeant, par exemple, tu rencontres des gens qui vont pas imaginer ça, mais qui vont tout de suite te dire « Ah, mais ça va être dur pour toi. » Tu vois ? Donc, je ne considère pas que ce soit un corps abîmé. Au contraire, je pense que... je dis que c'est un paysage abîmé et sonné, mais c'est pas un outil qui est abîmé. C'est juste qu'il y a une manière différente de te l'approprier et de le faire fonctionner. Le vent soufflait sur les feuilles des arbres, les pierres menaçaient nos pieds nus. Nous étions rivières. Le désordre ordonnait toutes choses. Nous étions rivières et nous coulions vers la source. La lune n'avait pas encore des cicatrices. Nous écoutions ce langage silencieux et le ruissellement de la nature. Nous étions un seul corps et nous combattions les monstres. Notre corps était complet et il occupait l'espace. Nous étions rivières. Donc j'étais partie sur cette idée de la beauté parce que j'ai lu un livre de Sophie Calle qui s'appelle Les Aveugles, où en fait elle prenait elle posait la question à des personnes qui étaient nées aveugles, donc qui n'avaient jamais vu, et il leur disait: qu'est-ce que vous considérez, pour toi c'est quoi la beauté ? Parce que dans notre quotidien, et depuis je ne sais pas combien de temps, on appréhende et on prédéfinit que la beauté est quelque chose de visible. Et ce que je trouvais très pertinent et très juste dans sa démarche, c'est que justement elle pose la question à ceux qui n'ont jamais vu ce que c'est la beauté. Et donc tu avais des réponses qui étaient magnifiques, dont une où il y avait un jeune homme qui répondait qu'il adorait les poissons dans les aquariums, et que ça n'avait absolument aucun intérêt pour lui, qu'il pouvait rester des heures et des heures devant l'aquarium, et ça n'avait aucun intérêt pour lui parce qu'il faisait aucun bruit. Et il disait: mais alors pourquoi je le fais ? Parce que c'est beau. Et bon, il y avait énormément de réponses de ce type, mais en fait, ce que tu te rends compte et ce que ça te permet de prendre conscience que la beauté n'est pas quelque chose que tu vois, mais c'est une rencontre, en fait. Une rencontre éphémère entre toi-même et un paysage, ou entre deux personnes qui sont sur scène et qui vont se toucher le corps en dansant. La beauté, c'est une rencontre. C'est quelque chose qui est invisible. C'est rompre la distance. C'est des yeux qui se croisent. C'est quelque chose qui s'efface. Donc en fait, la beauté est fragile. Et c'est pas un corps normé, un corps qui est maigre, un corps qui est musclé. C'est pas quelque chose de visuel. La poésie aussi, elle est belle parce que justement, il y a des mots qui se joignent à un moment donné, et voilà, la voix elle sort et après elle s'efface. La beauté est quelque chose qui ne se voit pas. Ferme les yeux, respire. De temps en temps, nous remontons et percevons à nouveau les rayons du soleil qui traversent la mer. Ferme les yeux, respire. Avec des ailes suspendues, nous apprenons à voler. Avec une voix silencieuse, nous apprenons à chanter. Et nous ramenons le pouvoir magique de l'eau, goutte à goutte, fragilité liquide, goutte à goutte. Étant donné que, du coup, j'étais droitière à la base, j'ai dû réapprendre à écrire avec ma main gauche. Et je préfère écrire à la main, mais des fois c'est un peu plus compliqué parce que soit des fois j'écris trop vite et du coup j'ai du mal à me relire, soit je suis fatiguée, soit c'est beaucoup des feuilles, donc je dois le faire à l'ordinateur, mais j'ai dû prendre des claviers particuliers pour que ce soit plus simple de le faire avec une main. Et j'ai rencontré plein de ergothérapeutes qui m'ont parlé, et plein d'amis qui sont complètement valides, qui n'ont aucun handicap, mais que du coup ils sont
dans l'ère technologique et qui préfèrent, au lieu de taper, ils utilisent ce logiciel qui s'appelle Dragon Speak Voice ou quelque chose comme ça, où tu parles. Et en fait, c'est le programme qui écrit à ta place. Et donc, je l'ai acheté, j'ai investi pour avoir cet outil. Et j'ai pas pu l'utiliser parce qu'il fallait du coup parler et donc émettre des sons pour écrire. Et pour moi, l'écriture, c'est quelque chose de très silencieux, justement. C'est très, très paradoxal, mais du coup, je ne l'utilise pas, même si ça pourrait m'aider à que ce soit plus simple. Mais c'est pas non plus très compliqué non plus. Il faut juste que je m'adapte. Mais j'ai besoin du silence. Je préfère le silence pour laisser apparaître les mots qui viennent. Et après, comme tu dis, je ne sais pas si c'est quelque chose d'intuitif, mais en effet, il y a des sonorités qui viennent. Mais ce n'est pas tout à fait voulu. Après, je retravaille les textes ou si je travaille beaucoup par écriture automatique pendant des heures et des heures. Et il y a des bouts qui émergent et qui me semblent complètement justes. Mais ensuite, c'est dans les désordres, donc il faut que je réarrange après. Ou des fois, du coup, quand je travaille, j'écris à la main. Et après, je tape sur mon ordinateur. Et donc, je change un mot. Parce que du coup, j'entends mon texte ou je le dis en même temps que je le retape. Et il y a un autre mot qui arrive. Mais donc je sais pas si ça... Mais je pense que justement peut-être ça résonne à l'intérieur et que du coup je trouve le mot juste. Mais c'est véritablement lié à ce silence, je pense, du moment de l'écriture. J'ai la tête couverte de brume. Quelle injection guérit des mots? Quel vaccin pour rompre le silence? J'ai la tête couverte de brume. J'aimerais explorer ce qui se vit à l'intérieur. J'aimerais percer ma peau avec un bistouri de lettres. J'aimerais créer des mots transfusionnels. Je voudrais qu'ils soient éparpillés sur tous les mondes. J'ai la tête couverte de brume. Mais du coup, si pour te revenir sur la question de l'alphabet, c'est c'est pas une méthodologie, mais un besoin que d'autres artistes et créatrices qui sont elles-mêmes hors normes utilisent aussi. Par exemple, je ne sais pas si tu connais Babouyek, la poétesse sans parole, et que du coup elle ne peut pas parler et elle n'a jamais appris à lire, personne lui a appris à lire, mais elle sait lire et elle sait écrire, mais sa famille a dû mettre en place un système où justement il y a des mots coupés, des mots isolés, le A, le B, le C, comme là quand j'ai mis alphabet dans la A, la L, la P sur une feuille différente. Parce que du coup, tu dois réinventer la manière de t'exprimer quand tu es hors norme, quand tu es jugé hors norme. Ou il y a une autre penseur et écrivaine qui s'appelle Alice Rivière, qui a une maladie qui s'appelle la maladie de Huntington. Et elle, justement, toute sa démarche, elle part du fait de l'envie de renommer les choses. Donc, au lieu de dire que c'est une maladie neurodégénérative, elle dit neuroévolutive. Parce qu'elle part de la base
que en fait, que c'est de la manière dont tu l'appréhendes et que ça part de la manière dont tu le nommes aussi. Et des possibilités, comment le langage, ça peut devenir une cage, ou comment ça peut être, au contraire, des ailes que tu peux employer pour partir, pas pour partir ailleurs, mais pour voir les choses et pour les nommer et te nommer d'une autre manière. Mais tu dois le créer. Et je prends toujours cet exemple magnifique parce que Braille, tu sais, la personne qui a inventé l'alphabet Braille pour les personnes aveugles et malvoyantes, lui-même, il était aveugle. Mais c'est lui qui a dû inventer l'alphabet parce que sinon, qui l'aurait fait ? Mais je ne peux que me mettre debout et m'occuper de mon maigre corps. Je me mets debout, je m'habille, je prends une cuillère à soupe et je la mets dans ma bouche. J'avale. Ma langue me sert à manger les aliments et à boire. Ma langue me sert à remplir mon ventre. C'est tout. La pièce s'appelle Tebas Land. C'est du dramaturge uruguayen Sergio Blanco. Il parle beaucoup de autofiction. D'ailleurs, le bouquin où c'est recueilli, ça s'appelle Autofiction. Et je me disais, peut-être je me retrouve là-dedans dans ma manière de créer. Mais quand j'ai lu le texte, par exemple, et d'autres textes, je ne me suis pas tout à fait retrouvée dans les formes de récits. Et j'ai aussi rencontré d'autres comédiens lorsque j'ai participé à une formation sur le récit de soi, en voyant différentes méthodes par exemple, le théâtre Choros en Italie, qui part du récit de soi pour faire les créations. Et on a vu une présentation d'une de ces pièces qui a été faite à la cartoucherie en 2018. Et j'étais pas tout à fait sûre de me retrouver dans la démarche. Je sais pas si finalement on peut... c'est une vraie question que je me pose, si c'est une question du récit de soi ou pas, étant donné que, par exemple, dans mon cas particulier, dans ce que j'écris de submersion, pour l'instant, mais je pense que ça ne va pas changer au cours de route, je ne vais pas parler de l'accident que j'ai vécu il y a 5 ans, et je ne vais pas employer les termes de mon dossier médical. Donc je ne suis pas sûre que ce soit vraiment de l'autofiction. Ou sinon c'est complètement de l'autofiction, où du coup je m'identifie à un personnage de la faune abyssale et ça donne un peu une ambiance onirique. Alors peut-être oui, mais c'est une autre forme de autofiction. C'est pas, par exemple, Sergio Blanco utilise beaucoup de la mise en abîme, beaucoup. Moi, par exemple, je ne veux pas partir de ça. Donc, peut-être, je pense que c'est une forme de autofiction, parce que, je suis sûre qu'on a chacun ses mythologies personnelles, comme je le dis, mais je pense qu'on l'a tout le monde, et du coup, en partant de là, tout est autofiction. Ma langue. Je me trompe de langue. Je me trompe de mots. Je me trompe. Ma voix disparaît lorsqu'elle sort de mes lèvres. Et c'est alors que la brume entre à l'intérieur de mes yeux. Je pense qu'il y a surtout cette démarche de Babouillet qui m'a beaucoup touchée, parce que c'était vraiment lié à la question de retrouver le langage. Et bon, là, il faut continuer les lectures et voir différents types, connaître d'autres artistes qui se représentent d'une autre manière. Et c'est pour ça que du coup, il faut se
il faut se mettre des mains à la pâte et chercher des... là, dans ce cas-là, c'était le doctorat, par exemple, de Charlotte Régis, mais qui fait 800 pages et qui commence par l'histoire du handicap en France et l'histoire du handicap dans le monde de l'art. Donc, c'est un peu long. J'ai aussi une autre thèse sur la danse avec des corps, pareil, jugés hors normes. Mais bon, ça prend beaucoup de temps à lire et du coup, ça demande beaucoup plus d'implication. Il y a aussi des rencontres joyeuses, comme par exemple le podcast de Charlotte Bien-Aimée qui a parlé des femmes et handicaps. Et du coup, ça permet justement de retrouver cette dynamique. Mais ce qui me motive le plus, c'est plutôt d'entendre leurs témoignages de la démarche, de continuer à créer, entre autres s'identifier, et c'est pour ça aussi que je reviens sur le thème de la beauté, de s'identifier à des monstres, ou d'être perçu comme si tu étais un être monstrueux. Quand tu le vois sur la forme de la beauté, ça permet de te rapprocher d'autres formes de lutte. En fait, c'est juste de questionner ce que c'est la beauté et l'hégémonie de la beauté, qui devient une règle militaire auquel il faut obéir. C'est beaucoup plus inspirant de retrouver des penseurs, des écrivains, des photographes, des peintres dans ce domaine-là. Regarde-moi. Regarde-moi parce que je ne peux pas, moi. Je ne peux pas me voir ni te voir. Je ne peux pas voir plus loin que le brouillard. Alors, je vais l'utiliser pour construire un miroir capable de te refléter. Parce que du coup, si on revient en arrière, en 2015, quand j'étais hospitalisée, et j'ai commencé à avoir les tremblements, je me suis dit, c'est pas possible en fait, il faut faire du théâtre de ça, c'est pas possible. Et j'ai invité les patients à faire un spectacle. Et du coup, comme on dormait à l'hôpital, il y avait des salles. J'ai parlé avec l'équipe paramédicale, ils étaient d'accord, donc on avait des salles facilement et on a travaillé quelques jours et on a fait un spectacle. Et c'était impressionnant la quantité. Il y avait presque tous les week-ends, il y avait un groupe de musique qui venait à l'hôpital pour faire des choses et personne n'allait voir ça parce que je sais pas, tu voulais sortir, être avec ta famille, je sais pas. Par contre, quand c'était nous, là, c'était bondé, parce que tout le monde était un peu concerné par cette visibilisation. Et c'est là que le projet de Elle Suspendue, dont l'idée c'était de retourner dans les hôpitaux et permettre justement aux patients de reprendre leurs paroles en construisant une pièce de théâtre à partir du coup de leur récit de soi, est né. Et juste avant le confinement, on est allé avec Florence dans différents hôpitaux pour présenter le projet aux médecins rééducateurs ou aux chargés de projets culturels et artistiques pour qu'on puisse le réaliser, donc Elle Suspendue, avec les patients. Donc après, le confinement a eu lieu et du coup, évidemment, on n'a pas eu de réponse et on ne sait pas très bien où ça va aller. Mais on s'était dit que c'était exactement un des cadres un peu parfaits pour aussi donner à voir la création en cours de Submersion. Parce que du coup, ça permet aussi de leur donner un point de repère de ce qu'on peut faire avec un corps hors norme. Et une fois que Submersion sera finie, on pourrait essayer de le présenter soit dans des salles conventionnelles ou chercher des lieux où on pourrait justement le rendre visible pour que des personnes qui sont complètement hors du monde du handicap et du monde de l'hôpital, etc., le voient. Parce que sinon, ça devient un peu rhétorique. Donc en même temps qu'il y a cette idée
et la nécessité, l'implication que la création d'une pièce de théâtre a d'une performance, mais je pense que Submersion, c'est plutôt parti pour être une pièce de théâtre. Tout le temps et l'implication et la fragilité du moment de la création. À côté de ça, il y a des envies beaucoup plus immédiates qui sortent. Donc on fait beaucoup de choses, justement. C'est comme une sorte de cri avec lequel on veut rendre la légitimité de nos corps, notre légitimité de faire ce dont on veut faire et de se rendre visible sans obstacle. C'est une manière un peu d'effacer les obstacles. Donc à la fois, je le vois donc point de suspension dans un envie de faire des pièces de théâtre dans les théâtres et tout, de la logistique que ça peut demander, et en même temps comme quelque chose capable de répondre à l'urgence. Merci à Sophia Valdiri d'avoir ouvert sa porte et sa parole. N'hésitez pas à vous abonner, laisser des commentaires et des étoiles sur Apple Podcasts. Merci pour tous vos messages. N'hésitez pas à en envoyer d'autres à eclorepodcast@gmail.com. Je vous donne rendez-vous les derniers dimanches du mois. Et d'ici là, prenez soin de vous.